باش نجيب البكالوريا ديالي بامتياز انا مستعده ندير اي حاجه. الباك من بين اهم الحوايج المهمه في حياتي وغندير المستحيل باش ننال. في سبيل الحصول على البكالوريا انا مستعده ندير المستحيل. الباك واحد الحاجه مهمه بزاف في حياتي وغادي نحاول ندير كل ما في جهدي باش ناخذها. طموح كاين والجرأة حتى هي كاينه، اما المؤهلات خلاص والباك مونسيون شاده. باش ناخذ الباك ديالي غنتحدى اي حاجه توقف قدامي. البكالوريا. Bien, donc lors de cette séance, donc on va faire une entrée en matière, ou bien si vous voulez, une entrée dans le roman Le dernier jour d'un condamné. Bien. Donc on va faire avant de vous communiquer le contenu de la leçon. Donc on va faire un petit rappel, très brièvement. Donc qui est l'auteur de ce roman? Oui. C'est Victor Hugo. C'est Victor Hugo. Bien, c'est un auteur de quel siècle? Le siècle. Ouvrez le roman sur la première page. Donc c'est... Oui. Vous n'avez aucune indication. Oui. Donc c'est un auteur du 19e siècle. Bien, donc, quel est le titre donc, de ce roman? Le dernier jour d'un condamné. Le dernier jour d'un condamné. Quelle interprétation faites-vous de ce titre? Autrement dit, comment comprenez-vous ce titre? Le dernier jour d'un condamné. De qui s'agit-il? De quel personnage s'agit-il dans ce roman? Il s'agit d'un condamné. Bien. Et puis vous avez une indication temporelle au début. Quelle est cette indication? Le dernier jour. Donc d'un condamné. Il est condamné à quelle peine, à votre avis? Un condamné. Le dernier jour d'un condamné. Oui. Donc, la condamnation. En quoi consiste la condamnation? C'est faire mourir à quelqu'un. Faire mourir. Comment appelle-t-on cette condamnation? Le fait d'exécuter, n'est-ce pas? Le fait d'exécuter. Oui. Comment appelle-t-on cette condamnation? C'est une condamnation à mort. Donc on peut dire que ce personnage, il est condamné à mort. Vous voyez? Bien, donc l'entrée donc, dans le roman, donc on va la voir à partir de deux supports. Le premier chapitre, voyez, chapitre 1, voyez, et le dernier chapitre. Et à partir de ces deux chapitres, le premier et le dernier, on va voir l'évolution, surtout on va insister sur l'évolution des sentiments du personnage. Bien. Donc, entre-temps, donc, tu nous lis le premier chapitre. Voilà 5 semaines
que j'habite avec cette pensée, toujours seule avec elle, toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids. Oui. D'autres? Oui. Car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines. J'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie. Il s'amusait à me le dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'impaissables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. C'étaient des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sur les larges bras des marronniers. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Oui. Qu'à d'autres? Oui. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon corps est offert. Faire dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là. Cette pensée infernale, comme un spectre de plomb, à mes côtés, seule et jalouse. Chassant toute distraction, face à face avec moi misérable, et me secouant de ses deux mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir. Se mêle comme un refrain. Se mêle, oui, comme. Comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse. Se colle avec moi aux grilles. Aux grilles de mon cachot, m'obsède éveillé, épie mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Oui. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivi par elle, elle me disant « Ah, ce n'est qu'un rêve. » Eh bien, avant même que mes yeux leur aient le temps de s'entrouvrir assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suante de ma solide, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile. De mes vêtements sur le sombre vigueur de soldats de garde dans la giberne reluit à travers la grille du cachot. Il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille condamné à mort. Bien, condamné à mort. Bien. Donc, on a dit que l'objectif de la leçon, donc la dominante, c'est la lecture. L'objectif donc consistera à comparer, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les sentiments du narrateur pour voir un petit peu dans quelle mesure ils ont évolué. Donc, du chapitre 1 au chapitre dernier. Bien. Donc, pour voir dans quelle mesure ils ont évolué. Bien, on va commencer par le relevé des paramètres de la situation d'énonciation. C'est-à-dire qui parle, à qui, de quoi,
où, quand et pourquoi faire. Alors, qui parle dans ce texte? Qui parle? Oui? C'est Victor. C'est Victor Hugo. C'est le narrateur. Ce n'est pas justement Victor Hugo, c'est le narrateur. C'est aussi le narrateur. L'écrivain. C'est le narrateur. C'est le narrateur qui parle. On verra que Victor Hugo n'est pas le narrateur. Vous voyez? Donc, ce n'est pas l'écrivain. Ce n'est pas l'auteur. L'auteur, c'est Victor Hugo. Mais celui qui parle, c'est un narrateur. Vous voyez? Qui raconte. Donc, quelle est la personne employée? La personne employée. Il. Est-ce que vous en êtes d'accord? C'est le narrateur qui parle, qui prend en charge le récit. C'est le jeu. Donc la personne, c'est le jeu. Donc, à qui parle le narrateur? À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse au lecteur. Bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Le narrateur, c'est le condamné. Donc tu as dit, il parle ou bien il s'adresse au lecteur. Donc, comment appelle-t-on le procédé suivant lequel un personnage parle à lui-même? Donc, on pourrait dire que le narrateur qui parle donc à qui? Tu as dit au lecteur, il peut s'adresser au lecteur. Donc on pourrait dire au lecteur, oui. On peut retenir cette réponse. Ou bien, il parle à lui-même. Donc le procédé qui consiste à parler à soi-même donc s'appelle un monologue. Bien, un monologue intérieur. Donc on pourrait dire que le narrateur s'adresse à lui-même sous forme d'un monologue intérieur. Bien. Où se trouve le narrateur? À présent. Donc il se trouve en prison. Donc c'est le lieu, donc la prison. Comment s'appelle cette prison? Par quoi commence le premier chapitre? Bicêtre. Donc le nom de la prison, c'est Bicêtre. Donc Bicêtre, c'est une prison parisienne qui se trouve à Paris. Bien. De quoi nous parle le narrateur? De quoi parle-t-il? D'un condamné à mort. Il parle d'un condamné à mort. Mais on a dit qu'il parle... À sa vie quotidienne dans la prison. C'est lui qui parle. C'est le narrateur qui est condamné. Oui? Il parle à sa vie quotidienne dans la prison. De sa vie quotidienne. Il parle de sa vie quotidienne. À sa prison. En prison. Oui. Bien. Donc, on pourrait dire que le narrateur, il nous fait part de quoi? De ses sentiments, donc une fois en prison. Bien. Pour ce qui est maintenant de la structure du texte, de combien de parties se compose ce texte? Oui? La première partie, condamné à mort jusqu'à j'étais libre. Condamné à mort jusqu'à j'étais libre. Ah, j'étais libre. On peut le diviser à 5 parties. 5. 5, c'est trop, je crois. Donc, le texte, la structure de texte peut être articulée autour de 3 parties. Quelles sont ces 3 parties maintenant? Essayez de les délimiter. Pour ce qui est de la première partie,
De voilà jusqu'au sans poids. Et Sans poids, voilà. autrefois, Condamné à mourir jusqu'à son la poids. deuxième partie, c'est autrefois jusqu'au j'étais libre. Oui. Et puis la La dernière, troisième partie, c'est maintenant oui. jusqu'à la dernière condamnée à mort. Bien, donc jusqu'à la fin du chat, jusqu'à la fin du Oui. chapitre. Bien, donc on a dit qu'il s'agit d'un narrateur qui nous fait part de ses sentiments en prison. Est-ce qu'il y a des renseignements sur ce personnage, sur ce narrateur? Des renseignements concernant son nom, par exemple. Non, il n'y a pas. Voyez, des renseignements sur la raison pour laquelle, est-ce qu'on sait pour quelle raison il a été condamné. Donc il n'y a pas de, renseignements sur ce condamné, sur ce personnage. Tout ce qu'on sait, c'est un Dieu qui prend en charge de nous raconter son histoire. Donc Victor Hugo nous ne renseigne ni sur son nom, ni sur le crime qu'il a commis. Pour quelle raison, à votre avis? Il a tué quelqu'un. C'est une hypothèse. Peut-être il aurait tué quelqu'un. Oui, donc il a tué quelqu'un. On va dire, il a commis donc un crime. Oui, Il a commis un crime. Mais ce crime, l'auteur, il ne nous renseigne pas sur ce crime. Ça n'a pas d'importance pour lui. Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qui importe pour l'auteur? Donc, il essaie de nous montrer ce personnage comme un exemple. Comme un exemple. Le narrateur, il peut être n'importe quel personnage, n'importe quel condamné. Voyez? Bien. Tout à l'heure, tu m'as dit que le jeu, c'est l'auteur. Donc, ce n'est pas l'auteur. C'est le narrateur, tout simplement. On ne pourrait pas dire que c'est Victor Hugo. Donc, on ne pourrait pas dire qu'il s'agit d'une autobiographie. Ce n'est pas une autobiographie. Pourquoi? Parce que le jeu, ce n'est pas l'auteur. Bien, le jeu, ce n'est pas l'auteur. Comme c'est le cas, par exemple, du premier roman, La boîte à merveille. Bien. Donc, on revient à la structure du texte. Le premier paragraphe, le condamné à mort jusqu'à sous son poids. Donc, que représente ce premier paragraphe dans le chapitre? Comment appelle-t-on le début d'un texte? La situation initiale. L'exprimation des sentiments. Il exprime des sentiments. C'est le début, donc on peut considérer ce début du texte, cette première partie, comme une sorte d'introduction. Que fait le narrateur dans cette introduction? De quoi parle-t-il? Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. De quelle pensée il s'agit? Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle. C'est une pensée qui ne quitte pas l'esprit du narrateur. Donc, à quoi pense-t-il? On a dit tout à l'heure, c'est un condamné à mort. Donc, à quoi pense-t-il? Il pense à sa mort.
Il pense à sa mort prochaine. Vous voyez? Donc c'est ça la pensée dont il parle. Bien, pour ce qui est maintenant du deuxième paragraphe. Par quoi commence le deuxième paragraphe? Bien, il commence par autrefois, par un indicateur. C'est un indicateur de temps. Bien, autrefois. Donc, autrefois, donc que fait ici le narrateur? Il raconte. Quand il... Bien, il fait un flashback. Bien, une espèce de retour en arrière. Donc, et qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche à évoquer? Autrefois. De quoi nous parle-t-il? Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. En présent, au présent. Elle parle quand elle n'était pas au présent. Bien, il nous parle de la période quand il n'était pas D'entrer au présent. bien avant d'être condamné et d'être enfermé en prison. Donc, on peut dire que dans ce paragraphe, donc, le narrateur évoque des souvenirs passés. Bien, donc il évoque des souvenirs passés. Relevez maintenant, justement, le lexique, bien le champ lexical se rapportant à son état d'esprit quand il était libre. Regardez les mots qu'il emploie. Il a dit « J'étais un homme comme un autre homme ». Oui? Mon esprit jeune et riche. Mon esprit jeune et riche. Il était plein de fantaisie. Plein de fantaisie. Donc, il avait un caractère, si vous voulez, quelqu'un qui a des fantaisies, c'est quelqu'un qui a de l'imagination. Donc ici, le narrateur, il souligne son caractère imaginatif quand il était libre. Quand il était libre. Et puis, qu'est-ce qu'on peut relever toujours dans ce paragraphe comme trait de caractère du narrateur? Qu'est-ce qu'il aimait fréquenter quand il était libre? S'amuser à mener les relais les unes après les autres. Oui. Donc il aimait les promeux, donc il évoque les promenades, il aimait se promener. Donc comment il se sentait, le narrateur? Après, quand il était libre, ils sont heureux. Il se sentait heureux. Jeune et riche. Donc il se sentait heureux. Donc il se sentait libre. Voyez? Ils peuvent penser à ce qu'ils veulent. Bien, il pouvait penser à ce qu'il voulait. Bien. Passons maintenant au troisième paragraphe. Maintenant. Par quel mot commence le troisième paragraphe? Maintenant. Qu'est-ce qu'il indique, cet indicateur de temps? Il indique quel moment? Présent. Il indique le moment présent. Où se trouve donc au moment présent le narrateur? Présent. Il se trouve En prison. en prison. Bien, relevez maintenant le champ lexical La tristesse. se rapportant à son état d'esprit après avoir été emprisonné. Les mots. Il est captif. Il est captif, c'est-à-dire il est emprisonné. Ignoré. Une horrible quoi? Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Donc il toujours cette idée,
pensée. Donc, qui revient, ou bien qui ne quitte pas son esprit. Quelle est cette pensée? C'est la pensée de la mort. De sa mort certaine. Bien. Qu'est-ce qu'on peut relever comme expression? Encore? Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Donc ce champ lexical, ces mots, qu'est-ce qu'elles révèlent? Dans quel état se trouve maintenant le narrateur? La tristesse. La tristesse. Qu'est-ce qu'il ressent lorsqu'on a mal? La douleur. Donc il ressent de la douleur ou bien de la souffrance. S'agit-il d'une souffrance physique? Donc c'est une souffrance plutôt morale. On ne dirait pas morale, mais plutôt mentale. Voyez? Une souffrance mentale. Bien. On pourrait toujours dire une souffrance morale, oui, c'est une souffrance morale. Oui, on peut retenir aussi cette expression. Donc, quelle est l'idée qui effraie le narrateur, surtout? Il va mourir. Donc, c'est l'idée de la mort, voyez? Donc, et quand le narrateur sait qu'il va mourir, quel sentiment il éprouve? La tristesse. La tristesse, la douleur. Et est-ce qu'il a un espoir? Quand on perd tout espoir, donc comment il se sent? La faiblesse. Ce n'est pas la faiblesse, ce n'est pas la solitude. Quand on perd tout espoir, donc on est plutôt le désespoir, on est plutôt désespéré. Donc le narrateur, donc on peut dire qu'il se trouve dans une situation de désespoir. Bien. Pour ce qui est des temps employés maintenant par le narrateur, quels sont les temps verbaux utilisés par le narrateur? Le présent. Il utilise le présent. Est-ce que vous pouvez relever des exemples du présent? Je viens de m'éveiller en cherchant. Je viens. Je suis captif. Je fasse. Je suis captif, etc. Je viens de... J'habite, oui. Mon esprit est en prison dans une idée. Bien, à part le présent, quel temps emploie le narrateur? À part le présent, il y a d'autres temps employés par le narrateur. Il y a l'imparfait. J'étais. Donc on peut dire que, quelle est la valeur du présent, tout d'abord? Qu'est-ce qu'il évoque, le présent? Vivre son histoire. De vivre son histoire. Il évoque? Il veut vivre son histoire avec le frère. Il veut vivre son histoire. Il raconte. Oui. Donc on peut dire que le présent, donc il raconte. Donc le présent de la narration. Il emploie le présent de la narration. Et l'imparfait, qu'est-ce qu'il évoque dans la deuxième partie? Il décrit qu'il y a dans ce présent. Il décrit donc son état d'âme dans le passé, quand il était libre. Bien. Passons maintenant au dernier chapitre. C'est le chapitre. Quel est le numéro du chapitre? Dernier chapitre, c'est le chapitre numéro 2. 2, le dernier chapitre. 23. Vous n'avez pas d'indication sur le... Oui? Voilà, c'est des chiffres. Romains. Oui? Donc c'est quel chapitre? C'est le chapitre 49. C'est le chapitre 49. Oui? Tu nous lis ce chapitre, oui? Le dernier. Un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce,
vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Il m'a répondu en souriant fatalement, si c'est là tout ce que j'avais à lui dire. Ma grâce, ma grâce. Et j'ai répété, ou perpétuer 5 minutes encore. Qui sait, il viendra peut-être. Cela est si horrible à mon âge, de mourir ainsi. Des grâces qui arrivaient au dernier moment. On l'a vu souvent. Et à qui fera On l'a ton... vu souvent. On l'a vu souvent. Et à qui fera ton grâce? Monsieur, ce n'était à moi? Si ce n'est... Si ce n'est à moi? Oui, un autre, oui. Oui, vas-y. Cet exécrable bourreau, et s'est approché du juge pour lui, Il s'est approché. dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure, que cette heure approchait, qu'il était responsable, que d'ailleurs il peut et que cela risque de se rouiller. Et, par pitié, une minute par attendre ma grâce. Quand je me défends, je mords. Le juge et le bourreau sont sortis. Je suis seul avec 2 gendarmes. Oh, l'horrible peuple avec ses cris d'haine. Qui sait si je ne lui échapperai pas, si je ne serai pas sauvé. C'est ma grâce. Il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Ah, les misérables, ils me sauvent qu'on monte l'escalier. Bien, qui parle dans ce chapitre encore? C'est toujours le même personnage, c'est le narrateur, le condamné. Bien. Quel sentiment éprouve-t-il dans ce... Le désespoir. On peut dire que le désespoir du narrateur, donc il s'est accentué. Il a évolué. Donc on peut dire qu'il y a une gradation dans le désespoir du narrateur. Bien. Alors, relevez justement les termes qui évoquent cette progression du désespoir du narrateur, bien cette gradation dans le désespoir du narrateur. Les termes, donc les termes qui évoquent la dégradation dans le désespoir du narrateur. Monsieur? Oui. Les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Et demain, en me traînant sur les deux genoux. Oui. Elle présente qu'elle est en dernier moment de sa vie. Qu'est-ce qu'il évoque ce geste quand il traîne sur ses genoux? Qu'il va condamner. Donc c'est un terme qui évoque ça, son désespoir et aussi sa résignation. Oui. Les autres termes que l'on peut relever, qui marquent le désespoir accentué du narrateur, oui. Cela est si horrible à mon âge de mourir ainsi. Voilà, cela est si horrible de mourir. Donc, voilà. Les types de phrases maintenant employées par le narrateur dans ce chapitre. Quels types de phrases sont employés? Donc, il y a des phrases exclamatives. Oui? Des phrases interrogatives. Des phrases interrogatives. Oui? Relevez des exemples de phrases exclamatives. Oui? Qui c'est? Interrogative. Non. Relevez maintenant je vous ai demandé de relever des exemples de phrases exclamatives. Oui? Ma grâce, ma grâce. Ma grâce, ma grâce, oui? Cet exécrable bourreau. Cet exécrable bourreau. Oui. Oh. Or, où ça? C'est dernier. Oui? Oh, oui, c'est une interjection. Hein? Il s'agit donc d'une interjection. Oui? Qu'on ne me fasse pas grâce.
qu'on ne me fasse pas grâce. Donc on peut dire qu'il y a une multitude, il y a beaucoup de phrases exclamatives. Donc une phrase exclamative, qu'est-ce qu'elle exprime? En général, une phrase exclamative, qu'est-ce qu'elle exprime? La valeur d'une phrase exclamative. Surprise. Hein? Surprise. Elle exprime la surprise, non? Oui, ça peut être mais une phrase exclamative, en général, exprime un sentiment. Oui. Vous voyez? En général, donc, une phrase exclamative exprime un sentiment. Donc ici, les phrases, cette multitude de phrases exclamatives, donc, il exprime le sentiment du narrateur. Vous voyez? Ce sentiment qu'il a évolué. Quel est ce sentiment-là? C'est le sentiment de désespoir. Hein? Le malheur. De malheur. Oui. De tristesse. C'est oui. La faiblesse. Sa faiblesse. Donc il y a des phrases qui traduisent sa faiblesse. Sa faiblesse devant le sort qui l'attend. Devant le sort qui l'attend. Devant la mort qui l'attend. Bien, donc on sait que le condamné, est-ce qu'il peut changer le cours de son destin? Non. Donc il ne peut pas changer le cours de son destin. Peut-être, c'est sûr qu'il espérait quelque chose. Qu'est-ce qu'il espérait au début? Un peu d'espoir, un peu de chance. Un peu de chance. Donc, qu'est-ce qu'il espérait? Une chance d'échapper à la mort. Oui. Vous voyez? Donc, il avait peut-être cette chance, mais à la fin, il ne l'a plus, cette chance. Bien. Vous avez dit qu'il y a un autre type de phrase tout à l'heure, c'est des phrases interrogatives. Comment appelle-t-on ces phrases? Est-ce que le narrateur attend une réponse? Non. Donc. Il questionne lui-même. Oui? Il questionne lui-même. Donc il se pose ces questions sans attendre une réponse. Ce qu'on appelle de fausses questions, ou bien des questions oratoires. Hein? Donc ce sont des fausses questions ou bien des questions oratoires. Ce sont des questions auxquelles on n'attend pas de réponse. Hein? Bien. Et puis il y a le narrateur, il cherche à travers le temps du texte, sinon des deux textes, il cherche à ce que le lecteur partage avec lui ce qu'il ressent. Le lecteur, quand il lit ce texte, quel sentiment il éprouve vis-à-vis du narrateur? Quel sentiment il peut éprouver? Le malheur. La tristesse, oui. Le lecteur. Oui, c'est donc on se situe au niveau du lecteur. Le lecteur, en lisant le texte, que ce soit le premier ou le dernier, quel sentiment il peut éprouver vis-à-vis du condamné, vis-à-vis du narrateur? La tristesse. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est dans une situation à laquelle il ne peut pas échapper, comme c'est le cas de la peine de mort, quel sentiment vous allez partager ces sentiments? Quel sentiment vous allez éprouver vis-à-vis de lui? C'est le sentiment de la pitié. Voilà. La pitié ou bien l'attendrissement. Bien la sympathie. Comment appelle-t-on ce registre de texte dans lequel le lecteur éprouve de la compassion, de la pitié envers le personnage? C'est le registre pathétique. Bien, donc
comme on l'a souligné tout à l'heure, donc le registre pathétique, donc il suscite, voyez, qu'est-ce qu'il suscite? La compassion du lecteur. Autrement dit, le lecteur, il éprouve de la pitié, de la sympathie, donc vis-à-vis donc du personnage. Donc on peut relever un autre registre dans ce chapitre, c'est le registre tragique. C'est un registre que vous allez voir dans la troisième œuvre qui est programmée pour cette année, Antigone, la pièce de théâtre. Oui. Quel est le propre de ce registre? C'est un registre qui porte des sentiments intimes pour le personnage. Non, c'est pas tout à fait. Cela finit par un événement triste. Finit par un événement triste. Quel est cet événement? Qu'est-ce qui attend le héros à la fin? Mort. Donc c'est la mort qui attend le personnage, on dirait. Le personnage principal. Donc, dans un registre, dans un texte où il y a le registre tragique, donc le personnage ne peut pas échapper à son destin. Et qu'est-ce qu'il suscite? Donc il suscite l'effroi. Il suscite l'effroi du lecteur. Voyez? Donc on peut dire que les éléments, il y a des éléments qui se croisent, des éléments du registre pathétique et du registre tragique. Donc on peut dire que pour ce qui est du registre pathétique, il suscite la pitié du lecteur et souvent le personnage il est confronté, si vous voulez, à des situations humaines. Le condamné, par qui il a été condamné? Les gendarmes. Non, ce n'est pas les gendarmes qui condamnent. La condamnation, il se fait dans un tribunal, n'est-ce pas? Et qui se charge de prononcer la condamnation ou bien le jugement? C'est un juge. C'est le juge. C'est le juge qui... Oui? Le juge. Le commissaire qui a fait le... Non, celui qui prend la décision. C'est le juge et c'est lui qui prononce la condamnation. Donc c'est un être humain. Alors que dans le registre tragique, le personnage il est souvent confronté à des forces extrêmes, à des forces parfois à la fatalité, à des forces surnaturelles. Voyez? Bien, donc il y a, on pourrait dire qu'il y a donc une espèce de croisement des deux registres dans ce texte-là. Bien. Quelle est la phrase qui termine ce chapitre? Il me semble qu'on manque. La phrase qui termine ou bien qui clôt ce chapitre. Il me semble comment l'escalier. Monsieur, il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Alors, quelle interprétation faites-vous de cette phrase? Ou bien quel sens peut-on accorder à cette dernière phrase? 4 heures. Vous voyez?
Moi, je l'ai écrit en minuscule, mais elle est écrite en majuscule dans l'œuvre. 4 heures. À quoi correspond cette heure, à votre avis? À quoi elle renvoie? Que 4 heures, c'est la dernière heure à l'âge de narrateur. Bien, c'est le dernier moment avant de mourir. Bien. Donc, on pourrait dire qu'il s'agit de quelle heure? De l'heure? Il s'agit de quelle heure? Donc, c'est l'heure de l'exécution. Ou bien il s'agit de l'heure prévue pour l'exécution. Oui? Donc on pourrait dire que le condamné aussi on pourrait dire que le condamné n'a pas obtenu sa grâce. Vous savez qu'un condamné à mort ou bien à quelques années de prison ou bien à perpétuité, il peut parfois bénéficier de ce qu'on appelle la grâce. Il peut être gracié. Donc c'est une phrase qui montre que le condamné aussi n'a pas obtenu sa grâce. Maintenant, on va revenir au chapitre 1er. Voyez? Et on va essayer de faire le relevé de certaines figures de style. Voyez? Essayez de relever les figures de style contenues dans ce passage, le premier. La comparaison. J'étais un homme comme un autre homme. J'étais un homme comme un autre homme. Bien. Oui. Donc on va prendre le cas de comparaison. Exemple, j'étais comme un autre homme. Comme un autre homme. En quoi consiste une comparaison? Quels sont les éléments qui sont comparés ici? C'est un homme par un homme. Oui? Un homme? Par un homme. Puis, vous avez? Un autre. Un autre. Oh. Comment appelle-t-on le premier terme d'une comparaison? Le comparer. Bien. Et le deuxième terme? Comparer. Le comparer. Le comparer. Le comparer. Le comparer, c'est le premier terme. Comparant. Le comparant. Le deuxième terme, c'est le comparant. Un autre homme.
Et puis, nous avons L'expression de comparaison. comme. L'outil de comparaison. C'est l'outil de comparaison. On a l'outil de comparaison. Bien sûr, l'outil de comparaison, on l'appelle aussi le comparatif. Il peut varier selon les contextes. Quels sont les autres outils de comparaison que vous connaissez? À part comme? Pareil à. Bien, oui. Donc ça peut être pareil à. Pareil à, on peut le remplacer par sans. Semblable à. Oui. Les autres outils que vous connaissez qui expriment la comparaison que l'on peut citer. Donc vous avez tel, par exemple. Exemple, vous dites tel père, tel fils. En parlant de la conduite de quelqu'un, vous pouvez dire, par exemple, tel il était, tel il était, tel il est, tel il restera jusqu'à la fin de ses jours. Donc, qu'est-ce que ça montre, par exemple, qu'est-ce qu'on essaie de montrer? On compare le moment passé, le moment présent et le futur. Donc, tel, par exemple, il est, tel il était, tel il est, tel il sera jusqu'à la fin de ses jours. Donc, ici, ça montre, on compare le comportement d'une personne dans le passé, dans le présent et le futur. Voilà. Donc, on va retenir ça, tel père, tel fils. Ce n'est pas toujours évident, cette comparaison. Telle mère, telle fille, ce n'est pas toujours évident. Bien. Bien sûr, il y a d'autres comparatifs, d'autres outils de comparaison. Par exemple, pour exprimer un degré d'égalité dans un comparatif relatif. Tu dis aussi que. Donc, exemple, il est aussi gentil que son frère ou bien son frangin. Voyez? Pour exprimer un degré de supériorité, donc voilà, donc degré d'égalité, on peut utiliser aussi que, bien sûr aussi plus adjectif plus que. Pour exprimer un degré de supériorité, on utilise plus que. On dit par exemple, cet arbre est plus beau que les autres. Vous voyez, cet arbre est plus beau que les autres. Pour exprimer un degré d'infériorité, moins que. Donc, tu dis de quelqu'un, par exemple, il est moins intelligent que son copain, voyez, bien que son frangin. Bien. Voilà donc quelques outils qui peuvent exprimer donc l'idée de comparaison. Relevez maintenant d'autres figures de style dans le texte. C'est un texte qui est très riche en figures de style. Oui? On a chaque jour, chaque heure, chaque minute, la répétition qui s'appelle la grattation. La répétition, c'est pas tout à fait une répétition. La phrase, oui. Donc, la comparaison. Donc, c'est la gradation comme figure de style. Bien. La phrase, oui. Chaque jour. Chaque jour. Chaque heure.
Heure. Chaque minute. Chaque minute. Minute. Oui. Donc chaque jour, chaque heure, chaque minute. Donc c'est une gradation. Oui. Ce n'est pas une répétition. Peut-être que ce qui t'a induit en erreur, c'est la répétition de chaque. Mais en quoi consiste une gradation? La gradation. C'est pas je, elle. Hein? Ouais. C'est une habitude. Il y a combien de termes ici? Trois. Donc nous avons chaque jour, puis nous avons chaque heure, puis chaque minute. Donc que fait le narrateur ici? Il fait, donc les phrases, ils sont séparées, n'est-ce pas, par des virgules. Donc on peut dire qu'il y a ici une chaque jour, chaque heure, chaque minute. Donc il y a une ce qu'on appelle une juxtaposition de phrases. Donc la gradation, c'est l'énumération. Donc lorsqu'on énumère, n'est-ce pas, c'est l'énumération de termes ou bien de mots. En général, trois, on a trois. Donc, c'est l'énumération de termes dans un sens croissant ou bien décroissant. Donc, la gradation, c'est l'énumération de termes dans un sens croissant ou bien décroissant. Ici, c'est quel est le sens adopté dans cette gradation par le narrateur? Vous avez jour, heure, minute. C'est quel sens? Hein? C'est un sens décroissant. Donc, il commence par le jour, puis l'heure, puis la minute. Le narrateur, il emploie aussi une gradation, mais cette fois-ci, il emploie un autre sens. Vous voyez, le sens plutôt croissant. Est-ce que vous pouvez la repérer, cette gradation, dans le texte? Oui? Qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Bien, je n'ai, c'est ça? Je n'ai? Je n'ai plus. Je n'ai plus. Qu'une pensée. Qu'une pensée. Qu'une conviction. Qu'une conviction. Qu'une certitude. Qu'une certitude. Donc on pourrait dire que la pensée, c'est moins fort qu'une conviction, et une conviction, c'est moins fort qu'une certitude. Donc c'est un ordre plutôt croissant. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres figures de style que vous pouvez relever? La personnification. Oui. Elle est maintenant je suis captif. Mon cœur est offert dans un cachot. Mon cœur est offert dans un cachot. Donc je suis captif, mon corps est offert dans un cachot. Qu'est-ce qui est personnifié? Vous connaissez la définition d'une personnification? Oui. En quoi consiste une personnification? On utilise l'imagination. C'est l'imagination de quelque chose. On dit que le ciel pleure. Le ciel pleure. Oui, c'est une personnification, mais
Ce n'est pas une imagination. L'exemple que tu as donné, oui, le ciel pleure. Je peux dire par exemple de ce tableau m'agace. Il ne cesse de me percer de ses yeux. Vous voyez? Est-ce que le tableau a des yeux? Non. Donc le tableau, c'est un objet. Donc qu'est-ce que je donne au tableau? Je lui donne un caractère d'une personne, d'un être humain. Voilà. Voilà en quoi consiste la personnification. Donc la personnification consiste, donc il y a l'emploi de personnification dans ce texte. Donc on peut dire que la personnification consiste à attribuer un caractère. Il consiste à attribuer un caractère ou un comportement humain ou un comportement humain à un objet ou à un animal aussi. Un objet ou à un animal. Voilà en quoi consiste une personnification. Je peux dire par exemple, lors d'un voyage, en sortant de la maison, je pourrais dire par exemple, je m'apprêtais à partir quand et je voyais mon petit chien me sourire tout en me saluant. Donc qu'est-ce que je fais ici? J'attribue un caractère humain à un animal. Donc voilà en quoi consiste la personnification. Donc il consiste à attribuer un caractère ou un comportement, tout dépend du contexte, humain à un objet ou à un animal. Oui? On peut dire que cette phrase est dans le carré de personnification. Elle est toujours là. Elle est toujours là. La mort est toujours là. Mais il y a une phrase beaucoup plus claire. Elle est toujours là, donc il n'y a pas, si vous voulez, d'éléments qui pourraient donc nous amener à trancher qu'il s'agit d'une personnification. Oui? Je vous invite à voir le deuxième paragraphe. Oui, le deuxième paragraphe. Oui. Oui. Chaque minute avait son idée. Chaque minute avait son idée. Avait son idée. Oui. Ce n'est pas le minute qui a une idée, c'est le narrateur. Oui, c'est dans quelle partie, oui? Au début. Oui. Deuxième paragraphe. Oui. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Je crois qu'ici, le narrateur, il voulait dire que non, à chaque moment, oui, il pense à quelque chose de différent. Vous voyez? Moi, je vous renvoie au paragraphe 2, quand il parle toujours de cette idée de mort qui ne le quitte plus, qui l'obsède. Le paragraphe, quoi que je fasse, vous y êtes? Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée, toujours en parlant de cette idée qui l'obsède, l'idée de la mort.
un peu plus loin, il dit « Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme, bon, il y a ici une comparaison, se colle avec moi aux grilles hideuses, m'obsède éveillé, épie mon sommeil. » C'est-à-dire, il surveille cette idée, c'est comme s'il avait cette idée qui épie, c'est comme s'il avait des yeux. Donc ici, on peut dire qu'il y a une personnification de la mort. Vous voyez ? Et on pourrait dire qu'il ne s'agit pas tout à fait d'une personnification, mais plutôt d'une allégorie. L'allégorie, c'est le fait de personnifier une idée abstraite. Une idée, la présenter, ça consiste, on pourrait dire, de présenter une idée abstraite d'une manière concrète. Vous voyez ? Bien. Est-ce que vous pouvez maintenant relever l'expression qui est récurrente, qui se répète dans ce premier chapitre? Il y a une expression qui se répète dans ce premier chapitre. Quelle est cette expression? Par quelle phrase commence le texte? Le texte commence par une phrase exclamative. Quelle est cette phrase? Condamné à mort. Vous voyez? Cette expression, il se répète à travers ce texte. Combien de fois? 2 fois. 3 fois plutôt. 3 fois. Oui. Comment expliquer cette répétition, à votre avis? Quelle est la valeur de cette récurrence ou bien de cette répétition? C'est très... Qu'est-ce qu'elle montre? Il montre que... Hein? Il veut nous rappeler qu'il toujours va mourir. Bien, il nous rappelle qu'il va mourir. Donc, c'est une répétition donc, qui montre que le narrateur est obsédé. Il est obsédé par une idée, c'est celle de la mort, l'idée de la mort. Donc, il est obsédé par cette idée de la mort. Bien, donc maintenant que nous avons vu, donc on a dit ici la gradation, puis la personnification. Donc ça renvoie à ça. Donc la personnification, on a vu des exemples. Tu peux dire par exemple que en roulant en voiture, quelqu'un il peut dire je vois les arbres m'épier avec leurs bras désespérés. Vous voyez? Donc ici, il attribue à l'arbre, si vous voulez, un caractère humain. Bien. Alors, maintenant, on va procéder à un petit exercice, vous voyez, concernant ces figures, ces 3 figures de style. Vous allez essayer de distinguer, donc de repérer de quelle figure de style il s'agit. Donc, oui, j'aimerais bien que vous le fassiez par écrit. Donc, on va prendre 4 phrases, comme ça. Exercice écrit. Donc, la consigne consiste à souligner en bleu les comparaisons.
en noir les métaphores. Vous prenez cet exercice au fur et à mesure. Hein, vraiment. Donc en noir les métaphores. Et en vert les personnifications. Donc, première phrase, les gouttes de pluie sautillent. Gaiement sur les toits. Deuxième énoncé. Le soleil couchant semblait un incendie sur la mer. Le vent se fâche. Il hurle et frappe au volet. Puis, quatrième énoncé, il but un chocolat qui laissa sur sa lèvre une jolie moustache brune. Voilà. Donc, tâchez de souligner en bleu les comparaisons, en noir les métaphores et en vert les personnifications. Donc, les gouttes de pluie sautillent gaiement sur les toits. C'est le premier énoncé. Donc, on suppose qu'il y a de la pluie. Donc, les gouttes qui sautillent gaiement. Gaiement, c'est... Quelle est la nature de ce mot? Gaiement. C'est un ad? Non, ce n'est pas un adjectif. C'est un adverbe de quoi? C'est un adverbe de de manière. C'est un adverbe de manière. Donc, sautille gaiement sur les toits. Énoncé 2, le soleil couchant semblait un incendie sur la mer. Ici, donc, le descripteur nous décrit un petit peu le coucher du soleil. Donc, au bord de la mer. Énoncé 3, le vent se fâche, il hurle et frappe aux volets, les volets des fenêtres. Et puis le dernier énoncé, il but un chocolat qui laissa sur sa lèvre une jolie moustache brune. Pour toi, c'est quelle figure de style, par exemple? Oui. Oui. Donc, quel est le segment qu'il faut souligner? Oui. Pour la première, c'est quelle figure de style? Ici. La personnification.
Qu'est-ce qui marque la personnification? Bon, pour ce qui est de la première phrase, de quelle figure s'agit dans la première phrase, hein? C'est une métaphore. Les gouttes de pluie sautillent gaiement sur les toits. Est-ce que vous êtes d'accord, vous autres? Bien, c'est une personnification. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une personnification? De pluie sautille quoi? De pluie sautille. Sautille. Oui. Sautiller. Oui. Puis il y a un autre mot qui traduit gaiement. C'est cet adverbe de manière. Donc sautille, gaiement. C'est-à-dire avec gaieté. Avec gaieté, avec joie. Bien. Il y a ici l'expression d'un sentiment. Donc ici, le narrateur, ou bien l'auteur de cette phrase, il attribue aux gouttes de pluie un caractère humain. Vous voyez? Deuxième phrase. Oui? Tu nous lis la deuxième phrase, oui? Le soleil couchant semblait un incendie sur la main. Oui. De quelle figure de style s'agit-il ici? Personnification. La comparaison. Très bien. Quel est le mot, quel est l'outil de comparaison ici? Voilà. Sembler. Le verbe sembler, il exprime la comparaison. Donc, le premier terme. Donc, quels sont les deux termes ou bien les deux éléments qui sont comparés dans cet énoncé? Donc, nous avons le soleil couchant. Et puis, le deuxième terme, c'est un incendie, n'est-ce pas? C'est le deuxième. Donc, ici, c'est le comparé, ici, le comparant. Quel est le lien de comparaison ou bien la relation de comparaison, à votre avis? Le soleil couchant semblait un incendie. Qu'est-ce qu'il veut dire ici, l'auteur? Qu'est-ce qu'il veut montrer par cette association? C'est quelle couleur qui se dégage? Quelle est la couleur qui se dégage lors d'un incendie? C'est quelle couleur? Les flammes, quelle couleur dégagent-elles? L'orange, oui. Et au moment du coucher du soleil, qu'est-ce que vous voyez sur la mer, cette couleur? Rouge. Un peu rouge. Orange. Voyez? Donc ici, le lien, ou bien le point commun entre le soleil couchant et l'incendie, c'est la couleur qui se dégage. Troisième phrase, tu nous lis la troisième phrase, ouais? Le vent se fâche, il hurle et frappe au volant. Voler. De quelle figure de style il s'agit ici? Il s'agit d'une personnification. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il s'agit d'une personnification? Le vent se fâche. Quel synonyme pouvez-vous donner au verbe se fâche? Le verbe se fâcher. Votre camarade, par exemple, de classe, vous voyez, il commence à un certain moment à vous taquiner. Vous voyez, vous n'êtes pas bien, vous ne vous sentez pas bien. Il veut s'amuser. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te fâches. Et tu peux lui crier « Laisse-moi tranquille ». Donc, tu te fâches. Donc, se fâcher, c'est un comportement humain. Donc, c'est se mettre en colère, se fâcher. Vous voyez? C'est un comportement humain. Bien. Donc, le vent se fâche, hein, comme si c'était une personne. Donc, il hurle. Donc, et frappe au volet. Bien. Donc, il hurle. Hurler, c'est crier très, très fort.
Oui, la dernière phrase. Oui, tu nous lis la dernière phrase. Il but un chocolat qui laissa sur sa lèvre une jolie moustache brune. Oui, c'est quelle figure de style? Je l'ai laissé à la fin. C'est une métaphore. Bien, c'est une métaphore. Quel est donc le segment qu'on va souligner? Il but un chocolat qui laissa sur sa lèvre une jolie moustache brune. Donc, une jolie moustache brune. Donc, une métaphore, je suppose que vous avez déjà vu la métaphore. Quelle est la définition d'une métaphore? Comme la comparaison, mais elles sont utiles. Sans outil de comparaison. Donc, la métaphore, donc on peut dire qu'il associe deux éléments, hein, deux réalités, n'est-ce pas? Mais sans outil de comparaison. Mais parfois, donc, quand la métaphore, on peut utiliser seulement un seul terme. Donc, un terme, le comparé disparaît et on ne garde que le comparant. Donc, pour créer une image. Donc, on peut dire que la métaphore, c'est une expression imagée. Voilà, donc il but un chocolat qui laissa sur sa lèvre une jolie moustache brune. Qu'est-ce que l'auteur veut dire par cette jolie moustache brune? Qu'est-ce qu'il entend par cette image? Qu'est-ce qu'il veut insinuer? Normalement, est-ce qu'il s'agit d'une moustache? Non. Oui. Le chocolat. Oui, donc les traces. Donc l'image qu'il veut nous montrer, c'est les traces du chocolat qui reste, Comme un moustache de brune. voilà, qui reste, n'est-ce pas, collé sur, hein, donc la lèvre du personnage. Bien. Voilà donc pour un peu plus pour la prochaine fois, et Inch'Allah, on essaiera de voir d'autres figures de style. Hein. Donc, ces figures de style, la comparaison et la personnification et la gradation. D'autres fois, on verra d'autres figures de style que l'on va rencontrer dans le texte prochain, Inch'Allah.